J'inviterais sur la scène M. André Leduc et M. Robert Awad, s'il vous plaît, à venir me rejoindre avec une bonne main d'applaudissements encore une fois. Donc, à quel point le pourcentage de véracité dans le film, à quel point le film est vrai? Tu veux le pourcentage de vrai dans le film? Oui, oui. 1% peut-être? Les noms génériques, c'est ça? Un demi. Un demi? OK, bon, parfait. Donc, ma première question, dans vos filmographies respectives, vous avez eu souvent des canulars, des sortes de complots. Vous avez fait souvent des fausses publicités. Je pense à Instant French, la même année que vous aviez fait, André. Robert, 2 ans après, vous aviez fait la fièvre du castor. Je me demandais l'idée d'un canular, d'un complot, de qui ça venait en fait, cette idée-là? L'idée n'était pas une idée de canular au départ, premièrement. On voulait faire un film, une satire qui parle de la télévision et qui parle des dangers de la télévision comme objet de communication et surtout comme objet de promotion et de vente. Et c'est beaucoup plus tard qu'on est arrivé à la forme pseudo-documentaire pour rassembler nos blagues et nos idées. Et on n'avait pas du tout l'intention de faire un canular en partant. C'est devenu par après un canular, par accident. À cause de la diffusion à la télévision ensuite. On voulait faire aussi une parodie d'un genre de documentaire qui est très... qui fait la popularité de la fille du film avec des graphiques où on ne comprend rien, des interviews de personnes, et tout ça dans la lutte de façon très sérieuse pour vraiment donner la crédibilité d'un événement qui est faux, mais en même temps, il y a un fond de vérité, on connaît que... Puis la forme documentaire nous permettait aussi de rassembler dans un même format, dans un même film, différents styles cinématographiques. On avait des films d'archives, on avait de l'animation, on avait du réel, on avait des graphiques. Et c'était plus facile de faire ça sous forme de documentaire que sous forme de fiction, mettons. Voilà. C'était aussi pour s'amuser avec ce genre-là de découpage. Il y a tellement de possibilités. On avait été impressionné par les films de Terry Gilliam dans les Monty Python. Next. Fly! No. Next. No, that's still not right. Mais au départ, c'est aussi un texte d'un confrère, Rosaire Potvin, qui avait écrit dans un livre merveilleux qui s'appelle La mare au canard. Il avait écrit un envolé comme ça sur le téléviseur, l'invention de la télévision. Et tout à coup, il a lancé dans son texte comment ça se fait qu'un joyau de communication comme ça se retrouve dans notre salon à nous vendre des choses, ça devrait servir à autre chose. Alors, c'est un peu le point de départ là-dessus. Il y avait aussi une inspiration de, je pense, Henri de Turenne, les documentaires qui passaient à la télé aussi. Ça passait à l'époque, c'était des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait beaucoup de dates là-dedans, des heures, des dates, des endroits, des lieux. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, 8 divisions de Volksgrenadiers et 5 divisions de Panzer montent en ligne sur un front de 75 km. À 5h30, les grenadiers attaquent. L'objectif, la Meuse, à 100 km. Il faut l'atteindre en 3 jours. On a même enregistré une narration de Jacques Beaulieu qui imitait le style Turenne avec le même genre de voix, mais on ne l'a pas utilisé à la fin. Cet individu, c'est Antonius Zicard. Depuis plus de 13 ans, il achète son journal chez Yvon et attend patiemment l'autobus à cet endroit entre 9h30 et 10h. Monsieur Zicard ne possède pas de voiture. Donc, quand on a écrit les textes, on s'est inspiré un peu de ce style-là. Donc, le film est un parfait mélange de vos deux styles parce que, bon, il y a le côté un peu animation de photographie. D'un autre côté, il y a aussi la prise de vue réelle. J'ai l'impression que c'est un mélange entre vos deux styles parce que, André, vous avez exploré toutes sortes de techniques d'animation dans toute votre filmographie. Robert, ça a souvent été plus du côté de la photographie animée. Comment vous verriez votre contribution par rapport au film? C'est l'amour du cinéma, l'amour de l'animation. Robert, au départ, il avait fait un film
que j'avais. C'était assez surprenant de voir ce film qui s'appelle Troc. Je suis resté stock avec mon vieux troc. Oh, tabarnak! Je l'ai rentré dans un poteau, puis j'ai tout décrit. C'est l'hydro, je l'ai laissé là, puis je broyerai même pas. Et c'était ce mélange d'animation et de tournage réel qui m'avait fasciné. C'était un film très Monty Pythonesque. Moi, j'ai été beaucoup influencé par Monty Python. Et nous, on s'était rencontrés avec ce film-là. On est allé au festival d'Annecy la même année. Moi, j'avais apporté mon film à Annecy avec moi. On a rencontré à Annecy Terry Gilliam. Donc, on avait d'estime pour ce genre d'animation-là. Puis, on a décidé qu'on avait aussi le même genre d'humour. C'est comme ça qu'on... Mais c'était aussi la volonté de travailler ensemble. Tu sais, Robert est devenu le beau-frère. Tout ça est un peu à cause de sa sœur, dans le fond. Oui, c'est vrai. Que Dieu ait son âme. Oui, Puis, d'ailleurs, c'est ça, vous n'êtes jamais quitté, donc, après toutes ces années-là, vous avez toujours resté en contact, évidemment, parce que vous êtes devenu de la famille là, pour vous. Bon, je me demandais, les gens dans le film sont tellement crédibles, c'est qui ces personnes? À peu près la moitié des personnages qui sont là, c'est des gens de l'ONF. Là, on voyait les gens passer dans le corridor, puis André disait « Oh, lui, c'est un bon casting pour tel personnage. » On faisait notre casting à l'ONF. L'autre moitié, c'est des parents, c'est des amis, c'est des voisins. Puis souvent, on leur faisait jouer un rôle, puis ils n'étaient pas conscients du rôle qu'ils ont joué. Ben, je donne l'exemple de M. Zicard. Oui, très bon exemple. Ça, c'est mon père. Mon père, son vrai nom, c'est Antoine Zicard Awad. Donc, je l'ai appelé Antonius Zicard dans ce film-là. Il a joué ce rôle-là sans savoir ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il s'est retrouvé sur les affiches publicitaires du film. Oui, comme celle-là ici. Comme celle-là. Puis, lorsque les gens se sont mis à croire au film, lui, il était vraiment embarrassé et gêné parce qu'il dit « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Donc, tout ça pour dire aussi que quand on a présenté le film à l'ONF, la première projection, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était... Septuagénaire, hein, ça se peut. Oui, on est deux septuagénaires, c'est ça. On l'avait présenté au Théâtre 2 de l'ONF, puis c'était la copie de montage. Et à ce moment-là, on a eu une très belle réaction au film. Là, on n'était pas sûr. On dit, écoutons, les gens, ils aiment ça. C'est parce qu'ils se voient dans le film. C'était des gens de l'ONF qui se voyaient. Ils trouvaient le film drôle. On se demandait, est-ce qu'ils trouvent le film drôle et bon parce que c'est eux qui sont dedans. C'est juste quand on l'a vu au cinéma par après qu'on a dit, ah bon, je pense qu'on a quelque chose entre les mains. Et au niveau des décors, c'était relativement facile parce que l'ONF, c'était ça à l'époque. Il y avait des départements scientifiques, tous les appareils, on n'a pas eu à les transporter. Ils étaient déjà là. Il y avait déjà leur chienne blanche, alors on leur recommandait des textes, ils ont joué le jeu. Ben, les professeurs Cameron et Goldsmith, c'est deux véritables réalisateurs de l'ONF qui faisaient beaucoup de recherches. C'était qui? Ben, c'était Sidney Goldsmith puis Doug Cameron. Sidney Goldsmith a fait beaucoup de films sur l'espace, sur des trucs vraiment spéciaux, scientifiques. Puis ils ont joué leur propre rôle là-dedans. D'ailleurs, les locaux de la ICU Promotion, on voit qu'il y a un bout de... C'est écrit Office national du film, mais il est comme un peu déchiré. Là, on voit. Puis, il y a même des feuilles d'animation qu'on voit dans la pile de dessin. C'est des feuilles perforées. Puis la facture que Zicard montre aussi, ben, c'est ma signature qui est en bas. Comme ma voisine, c'est celle qui a acheté une Mr. Cool. C'était ma voisine. Barker. Jenny Barker. Le film a été présenté à Cannes en mai 78. Oui, il a été présenté à Cannes au mois de mai. Puis la première diffusion au Beau Dimanche, c'était à l'automne de la même année. Je pense que c'était en octobre 78. 78, oui. Les gens ont cru à ce film-là. En tout cas, plusieurs personnes ont cru à ce film-là. Il semblerait qu'il y ait eu 50 appels à l'ONF et je pense 250 à Radio-Canada. Est-ce que vous y voyez une différence, par exemple, entre la projection au cinéma et puis la présentation à la télé? Comment vous expliquez la crédibilité qu'a eu le film? Quand le film est présenté sur le grand écran, ça fait allure de spectacle. Parce que, bon, les gens s'attendent à un divertissement. Un peu comme aujourd'hui, finalement, parce qu'on a trouvé ça très drôle. Mais à partir du moment où c'est présenté dans un téléviseur, avec une présentation
au dimanche avec Henri Bergeron, comme si c'était vraiment arrivé. Alors, il n'a pas démenti l'affaire au départ. Puis je suis pas sûr qu'il savait ce que c'était. On pense, André et moi, que Henri Bergeron n'a jamais vu le film quand il l'a présenté. On lui donne un texte qui est fourni par l'ONF. Il lit le texte, il dit, mesdames et messieurs, maintenant, voyez ce complot de cette incroyable histoire. Il présente ça comme ça, il dit jamais. Puis là, ça passe à la télé et les gens, ils ne portent pas tout à fait attention à tous les mensonges qu'il y a dans le film. Parce qu'il n'y a pas une scène où il n'y a pas un mensonge évident. Là. Puis même les interviews au début, le Vox Pop, où on interviewait les gens, avaient déjà entendu parler de l'affaire Brunswick. Non, je ne me souviens pas. On a posé une autre question, en fait. Vous vous souvenez du scandale de la viande avariée? La viande avariée. Qui est un véritable événement. C'est un événement dont tout le monde parlait à cette époque-là. C'était ça la question qu'on leur posait. Tu parlais tout à l'heure des lettres qu'on a reçues et des téléphones qu'ils ont reçus à l'ONF après la diffusion du film à la télé. Mais on a reçu aussi beaucoup d'autres demandes de documents par la suite. Et moi, je me souviens d'avoir reçu via l'ONF une demande de gens de services de recherche à Ottawa. C'était des scientifiques qui nous ont écrit pour nous demander où vous avez pris des renseignements pour parler de l'aliénage. Puis je leur ai répondu, ben, sur le coin de la table, là, j'ai écrit n'importe quoi. Et là, il y avait des gens qui s'étaient posé des questions, là, savoir est-ce que c'est bon, c'est pas vrai. Ça a eu des répercussions quand même. Il y avait aussi une classe en droit. Hein. Le professeur a appelé pour dire bon, on veut trancher, la moitié de la classe pense que c'est vrai, l'autre moitié c'est pas vrai. Je me demandais concernant justement la campagne publicitaire, là, on voyait une image précédemment. Moi, en faisant un peu de recherche dans les archives, les journaux d'époque et tout ça, à chaque fois qu'on résume le film au beau dimanche ou il y a une publicité comme celle-là, on ne dit jamais que c'est un canular, on ne dit jamais que c'est une blague ou que c'est une parodie. Je me demandais, avez-vous participé à la campagne de promotion? Avez-vous participé à faire les affiches? C'est l'ONF, en fait, qui a eu cette idée-là. Ben, on leur fournissait le matériel pour l'affiche, puis on a joué le jeu un peu quand même, à un moment donné, on jouait le jeu. Du vrai ou du faux, on faisait croire des fois que c'était vrai ou pas vrai, ou vraisemblable. Mais... On s'excuse, on était associés ensemble, Babel et moi, à une compagnie on s'appelait les Deux Barbus. Ça, Zouk, là, c'était le nom d'un de mes professeurs à l'université McGill. Quand j'étudiais en architecture, il s'appelait Radoslav Zouk. Et je me souviens, j'avais appelé le savon Zouk, parce qu'à chaque fois que je faisais un film au début, j'allais le montrer à l'université McGill, parce que j'étais étudiant en architecture là-bas. Et je voulais lui faire comme un petit compliment, là. Et celui, le scientifique qui a trouvé l'aliénate, là, Edwin C. Kwong, c'est le nom d'un de mes confrères de classe en architecture. Et c'est un vrai, là, tu sais. Oui. Et puis, la Brunswick, je te fais toujours ce nom-là, comme c'est quelque chose qui accroche quand tu dis Brunswick. Je trouvais que ça allait très bien pour un téléviseur, pareil. Brunswick, justement, je me suis toujours demandé, vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est un lien en lien avec absolument pas. J'ai trop cherché. Dans les textes originaux que j'avais écrits, qu'on avait soumis à l'ONF, ça s'écrivait B-R-U-N-S-W-I-C-K, comme le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, on présentait un projet de film de 10 minutes. Puis, ça n'a pas été facile de passer ça au début, parce qu'ils ne croyaient pas tellement. Parce qu'on était dans le service d'animation, et dans ce service-là, c'était des films animés. Et là, on arrivait avec un projet qui n'était pas tout à fait animé, donc on l'a un peu camouflé comme un film de 10 minutes dans lequel il y avait beaucoup d'animation. Il existe une version en français, celle qu'on vient de voir, et il existe aussi une version en anglais. Puis j'aimerais qu'on joue un petit peu au jeu des différences, puis essayer de voir un peu qui est qui. Donc, vos parents dans la version en anglais sont remplacés. Oui, par les autres, qui sont très bons d'ailleurs. Oui, ils sont très bons, très bons. Oui. I don't know why I need it. We have no car. We never had a car. You must have been crazy. Show them the bill. Here's the bill. So much money for nothing. La dynamique est très différente des deux personnages. J'en ai deux autres aussi.
Lui, c'est Colin Roach-Smith. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est Guillaume Côté, le fondateur de la Cinémathèque ici, et Guy Glover, qui était producteur à l'ONF. À droite, je serais curieux que vous me disiez, André, c'est qui? C'est mon papa. Oui, c'est papa. C'est mon beau-père. Oui, c'est votre beau-père. Dans la version anglaise. Puis, à gauche, ben, ça, c'est une scène qu'il y a seulement dans la version en anglais, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une des petites différences qu'il y a entre les deux versions. Mais on trouve que la version anglaise, en tout cas, moi, je la trouve légèrement supérieure à la version française, parce qu'on l'a fait 6 mois après. On a corrigé certains personnages, on a ajouté 2-3 scènes. I see you, the system. Les textes sont bons en anglais, sont bien traduits. Good times are back, believe me, because the Brunswick affair is all over. The Brunswick affair is all over. On avait une vraie équipe de tournage. C'était pas moi qui faisais la caméra comme dans la version française, c'était pas André qui faisait le son. Là. On avait un preneur de son, on avait un éclairagiste. Puis, c'est ça. Et la version anglaise, ou plutôt l'adaptation anglaise, parce que c'est pas vraiment une version, c'est une adaptation. Et cette adaptation-là, c'est elle qui a remporté le plus de prix par la suite. Parce que le film a remporté plusieurs prix, là, mais c'est pas la version française qui les a eu ces prix-là. C'est surtout la version anglaise. Puis quand le film projeté à Cannes, quand vous êtes allé en mai 78, quelle a été la réaction du public? Comment le public a réagi? Comme ce soir. Comme ce soir. Preuve que le film n'a pas vieilli. Non, le film n'a pas vieilli, puis les gens ont compris que c'était une allégorie, que c'était un film qui n'était pas vrai. Oui. Aujourd'hui, on parlerait de convergence des médias, tu sais, par exemple, je ne sais pas, par exemple, les Québécois qui va avoir ses publicités pour ses émissions dans un journal, mais il y a aussi un peu de ça avec la Iconaki, tout un diagramme qui montre que telle compagnie était reliée à une autre. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui, c'est ça. On y voit bien un lien là. Tu as parlé de l'Iconaki, tu sais d'où ça vient, l'Iconaki? Non, je veux qu'on isole des personnages en tournage, puis lui, on l'a appelé Incognito, c'est pas qui. C'est parce que ça, c'était dans un de nos premiers scénarios. On faisait l'historique de la télévision. On avait inventé une famille qui avait profité des moyens de communication à travers les âges. C'est toute la famille Sepaki. C'est pas qui. Incognito, il y avait Totonocito. Il y en a un qui avait inventé des trucs avec l'écriture, l'autre avec le télégraphe. Mais finalement, on a abandonné ce scénario-là. On l'a encore. Peut-être qu'on fera un film un jour avec ça. Oui. Faites attention si vous voyez un film de Robert Awad et André Leduc à la télé prochainement. J'aimerais conclure en lisant, en fait, c'est un document que vous m'aviez partagé, Robert. C'était la proposition initiale que vous aviez faite à l'ONF, puis vous terminiez ça par une morale du film. Puis vous disiez, attention bonnes gens, il est faux de croire, comme le raconte ce film, que la Brunswick est une histoire d'hier et que cet appareil maléfique a été détruit. Vous avez tous à votre insu un appareil Brunswick dans votre salon, peu importe qu'il est le synonyme Sony, Philips ou RCA, et cette télévision supposément saine est pleine d'aliénotes. Si elle ne vous a pas encore eu, il est peut-être temps d'agir. Voilà, c'est ça. Je trouve que ça conclut bien. On devrait aussi mentionner qu'il y a une belle petite exposition à l'extérieur des éléments du scénario. Ça fait vraiment un beau travail. Oui, puis la télé là, mais pas touche. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Donc, évidemment, j'aimerais moi aussi remercier Robert Awad et André Leduc. Moi, je fais partie des kids qui avaient vu l'affaire Brunswick lors de la fameuse diffusion de 1978 au Beau Dimanche. Je me souviens d'Henri Bergeron. Il m'avait déjà fait peur en commençant. J'avais cru au film, au jeu, j'y avais cru. Donc, ça a été un plaisir. Ouais, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Merci infiniment, John Arbault, pour ton enthousiasme.